Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Pour la première fois depuis le début de I Am an Equestrian, nous recevons un vétérinaire dans notre podcast et vous nous l'avez tant demandé. Thierry Grisard est vétérinaire équin et vétérinaire FEI. Il suit et a eu l'occasion de suivre les meilleurs chevaux de sport. Avant cela, il a été cavalier de complet et est passionné de sport en tout genre. Hippique évidemment, mais Thierry est aussi un sportif accompli. Course, ski, vélo, il aime se dépasser. Et puis Thierry est surtout un acteur reconnu du corps vétérinaire, en étant installé depuis plus de 20 ans au cœur de la région Rhône-Alpes, dans la clinique du Champperrier, qui n'a cessé de grandir depuis plusieurs années et qui est devenue l'une des plus importantes de notre région. Avec Thierry, nous avons abordé des sujets délicats, guêtres postérieures, dopage, visite d'achat. Thierry nous a livré son ressenti et on espère que ça vous plaira autant qu'à nous. À l'occasion de cet épisode, nous avons eu le plaisir de nous associer à l'écurie Thomas Lévesque, nichée dans le grand parc de Méry-Belgenage en région lyonnaise. C'est en plein cœur de cet environnement privilégié, bordé de forêts et de chemins de balade, que le cavalier Thomas Lévesque a choisi d'installer son écurie de compétition et de propriétaire. L'emplacement est idéal et les infrastructures d'une grande qualité. L'écurie est pourvue de 2 carrières, d'un manège, un marcheur, un rond d'Avrincourt et de nombreux paddocks. S'appuyant sur une équipe consciencieuse et motivée, l'écurie propose des prestations variées, adaptées aux besoins de chaque propriétaire. Travail ou valorisation du cheval, encadrement à la maison ou encore coaching en compétition. Parce que le bien-être et le confort du cheval constituent une priorité majeure pour cette équipe passionnée, l'écurie accueille depuis le 8 juin dernier le centre de soins Equi Harmonia, dirigé par Lauriane Reimonen. Spa, solarium, algothérapie et massage sont autant de services proposés par le centre au sein même des installations. Des box spacieux, propres au centre de soins, permettront aux propriétaires extérieurs de bénéficier de l'ensemble de ces prestations 100% bien-être. Si vous cherchez un endroit pour votre cheval où vous pourrez évoluer, bénéficier des meilleures attentions et d'un suivi 5 étoiles, l'écurie Thomas Lévesque est sans doute aucun le lieu idéal pour poser vos valises. N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour échanger autour de vos besoins et à leur rendre visite. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Thierry. Merci beaucoup d'avoir accepté déjà notre invitation pour répondre à notre interview et enregistrer cet épisode. Vous êtes donc vétérinaire équin. Vous êtes installé ici à Lyon, à la clinique du Champperrier. Vous êtes un acteur assez reconnu quand même du corps vétérinaire, grâce à votre expérience auprès des cavaliers et aussi de très très bons chevaux de haut niveau. Cette clinique où on est actuellement, elle est quand même, c'est l'une des plus réputées de la région. Et souvent, quand on a besoin d'opérer un cheval, c'est vers vous qu'on se tourne. Dans ce podcast, on aspire à mieux connaître les vocations et les parcours des personnalités qu'on interviewe et de notre filière. Et c'est pour ça qu'on aimerait commencer et comprendre comment est née votre envie de devenir vétérinaire équin. Au début, mon envie de devenir vétérinaire, elle est venue de ma passion pour les chevaux parce que j'étais cavalier. Donc j'ai commencé comme vous sur des poneys qu'on montait à cru, et puis après on a commencé à faire un petit peu plus, et puis de fil en aiguille j'ai commencé à monter un petit peu en concours, et puis de cette envie de passer du temps avec les chevaux, et puis de mon goût pour la médecine, et puis on va dire le questionnement médical, c'est venu assez naturellement. J'avais envie de faire un métier où on vit dehors aussi, donc ça m'a permis de combiner tout ça, ma passion des chevaux, l'envie de soigner et puis le plaisir de vivre en plein air. Vous étiez déjà, avant de commencer vos études de vétérinaire, vous étiez déjà cavalier. Depuis combien de temps vous étiez au contact des chevaux ? J'ai commencé à monter à 7 ans. D'accord. Est-ce que vous pourriez reprendre un petit peu les grandes étapes chronologiques de votre parcours et de votre formation jusqu'à la création de la clinique ici qui est la vôtre ? Ouais, donc j'ai commencé par faire 1 an d'études de médecine humaine, pas parce que j'avais pas choisi veto, mais parce que j'étais pas pris dans des bonnes prépas. Et que du coup, pour pas perdre 1 an, je me suis inscrit en médecine. Et puis parce que j'avais envie de rester avec mes copains et copines qui étaient en médecine.
Et c'est après cette année de médecine que j'ai pu rentrer dans une bonne prépa. Donc j'ai passé le concours veto. À l'époque, ça se passait encore, la prépa était en 1 an. Donc j'ai eu mon concours la première année, comme j'avais de la chance. Et je suis rentré à l'école veto à Lyon. J'ai passé mes 4 années d'école là-bas. Ensuite, je suis parti à Berne, où j'étais assistant au Tierspital, qui est donc la clinique universitaire de Berne. Ensuite, je suis rentré, j'ai fait quelques remplacements en Alsace, en Normandie, et je suis parti à l'armée en tant que vétérinaire et cavalier. Donc j'étais à Fontainebleau, au centre sportif d'équitation militaire. J'ai passé 1 an là-bas. En même temps, je travaillais un peu dans une clinique, la clinique du Lys, qui est installée à côté de Fontainebleau. Et puis à la fin de mon année, je suis venu en région Rhône-Alpes et je me suis associé au bout d'1 an avec le docteur Reboul, qui avait déjà une pratique mixte où il faisait un peu de tout, canine, rural, équine. Et moi, je suis arrivé pour développer et renforcer la clientèle équine. Et au bout de 5 ans, on s'est séparés parce que lui voulait continuer à faire de la clientèle mixte. Et puis moi, mon goût pour la médecine des chevaux était suffisamment développé pour que j'ai pas envie de faire autre chose. Voilà. Et j'étais prêt à sacrifier quelques avantages, entre autres financiers, de l'activité canine pour continuer à faire ma passion. Voilà. Donc on s'est séparés au bout de 5 ans. Et c'est là où on a commencé à regarder un petit peu pour construire quelque chose. Donc on a loué pendant 5 ans un bâtiment agricole qu'on avait transformé pour y mettre des box et une petite salle d'opération avec 2 de mes associés actuels, fondateurs de la clinique ici. Et puis au bout de 5 ans, on s'est trouvé un peu à l'étroit, pas forcément très fonctionnel, un peu perdu dans la campagne aussi. Et entre autres pour des raisons de proximité des actes de circulation, comme on opérait des coliques, on avait des chevaux qui venaient un peu de partout et que on était à 20 minutes de la sortie d'autoroute la plus proche. On s'est dit que c'était pas forcément idéal. Donc on a cherché à construire un bâtiment et on a acheté ici en 99 et on a ouvert en 2000. Voilà. Donc vous fêtez vos 20 ans cette année ? Ouais. Vous étiez donc cavalier, vous nous l'avez dit au début, et puis cavalier à l'armée. Aujourd'hui, vous montez plus à cheval ? Alors, je monte plus pour mon plaisir, enfin pour mon loisir, on va dire. Je monte de temps en temps sur des chevaux, chez des clients. On va dire principalement quand je comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire si j'ai un client qui me dit qu'il sent quelque chose sur son cheval et puis que dans mon examen, que ce soit statique ou après en mouvement, ou même souvent je finis par les regarder monter les chevaux. Si je comprends pas ce qui se passe, si j'ai besoin de sentir ce que le cavalier me dit qu'il sent, je me mets sur le cheval. Ah ouais. Ouais. Et l'autre cas où ça peut arriver, c'est si je pense que c'est un problème d'équitation. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt avec des cavaliers un peu moins expérimentés. Et si je pense qu'il y a soit un défaut d'équilibre du cavalier ou peut-être de position des aides ou quelque chose comme ça, alors j'essaye de les corriger. Et si j'arrive pas, je me mets sur le cheval pour voir si moi j'y arrive. D'accord, c'est intéressant, je savais pas du tout. Ça vous arrive souvent de faire ça ou... Une fois par mois. Ah ouais, quand même. Ok. Et sinon, à part ça, vous montez plus du tout coup pour le loisir, pour le plaisir. Ça vous manque pas trop ? Je suis avec les chevaux toute la journée, alors les chevaux me manquent pas. Pour mon loisir, de faire autre chose, ça me permet de me sortir un peu de mon cadre de travail. Et puis j'espère que je suis meilleur vétérinaire que cavalier. Alors. Vous diriez du coup que votre passion, c'est d'abord une passion de l'animal, du cheval, bien avant d'être une passion de l'équitation en réalité ? Je pense que ma passion de l'équitation s'est transformée en passion des chevaux. Voilà, quand j'étais enfant, j'avais, comme beaucoup de jeunes cavaliers, des posters de poneys et de chevaux dans ma chambre. Et voilà, donc j'aimais les chevaux, mais j'aimais les chevaux parce que j'aimais bien monter dessus. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler avec. Voilà, on a eu pendant longtemps les chevaux à la maison que je montais pas, mais j'avais le plaisir de les voir le matin et le soir. Et non, l'activité équestre me manque pas, surtout que je pense que
du fait que j'ai perdu la pratique et aussi parce qu'on vieillit, je serais pas capable de faire aujourd'hui à cheval ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Donc c'est pas toujours facile d'accepter qu'on diminue. C'est sûr. Une des questions qu'on se posait en vous écoutant, donc ça fait 20 ans que vous êtes installé, ça fait déjà quelques années donc que vous avez terminé votre cursus d'études, on va dire. Comment est-ce qu'on fait au fil des années de pratique pour continuer de se former, de suivre les évolutions qu'il y a dans le métier, que ça soit technique, technologique, même sociétal parfois? Est-ce que vous participez à des forums, à des conférences? Est-ce qu'il y a des pôles de recherche? Comment est-ce que vous faites pour rester en fait au goût du jour de la pratique vétérinaire? La première des choses, c'est que on apprend tous les jours de sa pratique. Hein, donc, on va dire que ça, c'est la formation sur le tas. Ensuite, on va à des congrès ou à des conférences. On a des cycles de formation post-universitaires qui sont à la fois théoriques et pratiques, hein, qui nous permettent de nous améliorer, d'apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre à utiliser de nouveaux instruments. Et puis, on va aussi se former pour certaines choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'a pas l'occasion de faire souvent et qu'on ne fait pas bien. On va se former chez des confrères qui le font plus souvent. Hein, par exemple sur des nouvelles techniques chirurgicales ou l'utilisation de certaines machines qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est bien d'aller passer quelques jours dans une clinique où la machine qu'on va acheter est déjà utilisée, puis d'apprendre à s'en servir au contact de ceux qui en ont déjà l'habitude. Vous avez aussi grandement participé à la création du pôle santé à Equitalion. Quelle était la vocation à travers la création de ce pôle-là? Est-ce que vous aimez aussi transmettre ce que vous savez, notamment devant un public ou pas, devant des jeunes, d'autres vétérinaires? La transmission du savoir, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Le pôle santé, il a surtout un but de vulgarisation et puis d'améliorer et d'apporter un peu de connaissances vétérinaires, de santé et de bien-être du cheval au grand public. C'est vraiment un outil plus de mise à disposition de nos connaissances et puis de l'évolution de la pratique vétérinaire auprès du grand public. C'est pas spécialement un outil de formation pour les vétérinaires, même si bien sûr il y en a qui viennent assister aux conférences. Et puis ici on a toujours eu depuis la création des confrères qui viennent, qui restent un an pour se former avec nous. Donc pour ça aussi la transmission, ça fait partie des choses qui nous animent. Vous êtes estampillé vétérinaire FEI. On se demandait du coup ce que cela signifie et quel est votre rôle à vous du coup en tant que vétérinaire FEI vis-à-vis de la Fédération internationale. Alors en fait il y a deux choses dans FEI. Il y a le fait d'être vétérinaire officiel. Donc quand on est vétérinaire officiel, on représente la Fédération internationale sur les concours sur lesquels on travaille. Et donc là, le rôle du vétérinaire officiel, c'est d'abord de s'assurer que la compétition, elle se déroule dans des conditions de bien-être et d'équité pour les chevaux. Hein. Donc, ce qu'on veut, c'est que les chevaux soient en bonne santé pour faire du concours, s'assurer qu'il n'y ait pas de substitution de chevaux, de mauvais traitements, de choses comme ça, et que ce soit fait selon le règlement de la FEI, que les traitements qui sont autorisés soient faits dans les règles où elles sont permises, et puis qu'il n'y ait pas de fraude à ce niveau-là. Et puis l'autre aspect, c'est d'être vétérinaire traitant, FEI, hein, ce qu'on appelle PTV aujourd'hui. Et là, c'est juste de faire les soins aux chevaux du concours, sauf pour ceux qui ont leur vétérinaire soit particulier, soit vétérinaire d'équipe sur les grosses compétitions par équipe. Et à ce moment-là, on fait les soins courants, c'est-à-dire la traumatologie, les coliques s'il y a des coliques, voilà. Et puis les soins de confort qui sont autorisés, par exemple la réhydratation d'un cheval qui boit pas assez, ou l'administration pourquoi pas de vitamines ou d'antioxydants, de choses comme ça. Et donc, quand vous êtes vétérinaire sur un concours, sur un CSI, en tant que vétérinaire FEI, vous êtes sur le concours tout le week-end, vous observez beaucoup les chevaux, d'après ce qu'on m'a dit. Comment est-ce que vous adaptez en fait vos soins pour que en fait le cheval soit au top sur un court terme, voilà, sur le court terme, sur le week-end?
Sur le week-end, la première des choses qui est importante, c'est effectivement de surveiller qu'il soit bien reposé, pas stressé, hydraté suffisamment. On surveille aussi quand même pas mal les risques de maladies infectieuses. Entre autres, il y a des chevaux qui voyagent pas bien, qui font ce qu'on appelle une hyperthermie de transport, ou une fièvre, un shipping fever en anglais. Voilà. Donc on est assez attentif à tout ça. Et puis alors moins en CSO, mais un peu plus en dressage et en complet, on fait attention aussi au confort musculaire, puisqu'il y a des pathologies type myosite, ce qu'on appelle les rhabdomyolyses, qui peuvent arriver pas mal sur ces chevaux-là. Surtout quand ils sont soumis à des efforts un petit peu longs, intenses, et éventuellement aussi à la déshydratation. Et puis il y a tout l'aspect soin de confort qui est, on va dire, un petit peu controversé, entre autres par certains défenseurs du bien-être animal. Mais bon, il y a des règles qui permettent de faire certaines administrations, par exemple d'acides aminés ou de protecteurs des articulations, des choses comme ça. Je pense qu'à partir du moment où c'est autorisé et où c'est administré dans les règles, il n'y a pas de raison de ne pas aider les chevaux qui peuvent être quelquefois justement un peu sur la pente descendante. Justement, c'est une des questions qui ressort beaucoup aujourd'hui et je pense que vous êtes du coup en première ligne pour pouvoir y répondre puisque vous êtes là pour observer et pour garantir de toute façon la santé et le bien-être des chevaux. Est-ce que vous pensez qu'on peut du coup conjuguer toutes les contraintes liées à la compétition avec toutes les problématiques liées au bien-être du cheval pour essayer de conserver... En fait, est-ce que vous êtes en mesure de conserver une éthique vétérinaire comme on la voudrait sur le papier, très forte face à un sport qui finalement exige beaucoup de la part de l'animal ? L'éthique, c'est une question de jugement personnel. Moi, j'estime que tous les jours, ce que je fais doit être éthique et que je dois pouvoir me regarder dans la glace quand je rentre à la maison le soir. Donc, je pense que clairement, chacun s'autorise ou s'interdit de pratiquer certains actes ou certains traitements sur les chevaux, que ce soit des chevaux de compétition ou des chevaux de loisirs, parce qu'il y a pas que les chevaux de concours qui peuvent subir des traitements non éthiques. Mais encore une fois, aujourd'hui, on a les moyens, y compris les moyens réglementaires dans le cadre des compétitions internationales, par exemple, d'aider les chevaux, ou en tout cas d'améliorer leur confort au travail. Et je vois pas de raison de ne pas le faire si on est intimement persuadé que ce qu'on leur fait ne leur fait pas prendre plus de risques pour leur santé et va pas modifier leur performance. Enfin, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le traitement permet au cheval d'exprimer son potentiel de performance ou est-ce qu'on est en train de lui donner quelque chose qui vise à améliorer les performances ? Si c'est améliorer les performances, clairement, ça s'appelle du dopage et je pense que c'est répréhensible. Si c'est donner au cheval du confort pour qu'il puisse performer à son meilleur niveau, si c'est un traitement autorisé et qui est non dopant et éthiquement respectable, je vois pas de raison de ne pas le faire. Du coup, c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous quand je vivais aux États-Unis, donc j'étais à Wellington, et j'ai beaucoup j'ai eu l'occasion de discuter énormément avec les cavaliers, les managers, les stable managers là-bas, et il semblerait que les règles par rapport aux produits considérés dopants ou non dopants sont quand même beaucoup plus soft, par exemple aux États-Unis qu'en France. Et du coup, je me disais, quand vous intervenez auprès des instances qui vont réglementer tout ça, comment est-ce que vous faites pour trouver le juste milieu, puisque d'une fédération à une autre, on n'a pas du tout forcément les mêmes produits dopants, tolérés, non tolérés, et l'équilibre est un petit peu différent. Clairement, les règles sont différentes en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Si on prend les compétitions internationales, ce qui prévaut, c'est le règlement de la Fédération internationale, qui est effectivement plus sévère pour un certain nombre de produits que par exemple le règlement USIF de la Fédération américaine. Mais il y a aussi d'autres endroits, entre autres dans les pays nordiques en Europe, où la réglementation est plus sévère que la réglementation FEI. Donc la réglementation qui s'applique par défaut, c'est toujours la plus sévère, voilà, de l'endroit par rapport à l'endroit où on se trouve. Ensuite,
l'USEF, elle a tendance à s'approcher de plus en plus du règlement FEI. Il y a eu pas mal de réunions de conciliation pour justement essayer d'être sur un niveau équivalent, ce qui est largement pas le cas, par exemple, dans l'équitation western, où les fédérations, que ce soit NRHA ou Barrel ou Cutting, autorisent des traitements qui clairement sont interdits en compétition internationale. À un tel point que pour le reining FEI, dans le jargon des cavaliers, il y a des chevaux de FEI et des chevaux non FEI. Ah oui. Parce que c'est des chevaux qui ne sont pas capables de courir clean dans le cadre du règlement FEI. Et quand les fédérations doivent justement travailler sur la réglementation de dopage, qu'est-ce qui va être dopant, qu'est-ce qui ne va pas l'être, qu'est-ce qui prime d'après vous? Est-ce que ce serait d'abord la santé du cheval? On détermine les produits qui viennent en tout cas altérer la santé du cheval, ou est-ce que c'est les enjeux de la compétition avant tout, le fait de rendre équitable la compétition pour tous les chevaux? Je pense que la principale préoccupation aujourd'hui des fédérations, c'est d'avoir le sport le plus propre possible. Voilà. Et la conséquence de ça, c'est que comme il y a de plus en plus de restrictions, que les seuils de détection s'abaissent parce que les techniques s'améliorent, il y a de moins en moins de produits utilisables sur des chevaux en compétition. Donc de toute façon, si on considère la santé du cheval comme étant le fait qu'il est capable de faire du sport sans avoir de soins, ça va plutôt dans cette direction-là. Après, que ça conduise à des excès dans d'autres sens, c'est certain. Et ça, pour le coup, c'est le rôle des fédérations de s'assurer de ça. Par exemple, on sait très bien qu'il y a des techniques antalgiques qui sont utilisées et qui sont pas détectables, entre autres avec des machines à ondes de choc ou des choses comme ça. Et la théorie, c'est que c'est interdit de faire des ondes de choc, par exemple, à un cheval dans les 4 jours qui précèdent une compétition. La réalité, c'est que personne n'est capable de détecter si un cheval a eu des ondes de choc ou pas 4 jours avant une compétition. Donc, le fait de bannir complètement les antalgiques et de reculer le seuil d'utilisation de ces produits-là vis-à-vis d'une compétition, ça a des effets positifs, mais ça peut aussi avoir des effets négatifs dans la mesure où les tricheurs, ils vont chercher d'autres moyens d'avoir de l'antalgie sur leurs chevaux. Alors, le dopage, c'est quand même un sujet d'actualité. Et il y en a quand même un autre dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, c'est l'utilisation des guettes postérieures sur les chevaux de haut niveau notamment, mais pas que. La FEI, elle a validé l'interdiction des guettes postérieures à partir de janvier, mais les évolutions, elles émergent assez progressivement quand même autour de ces artifices-là, et on pourrait se demander pourquoi est-ce que les institutions, elles ont mis autant de temps en fait à tendre vers cette décision-là. Est-ce que vous pensez que les interrogations liées au bien-être animal, est-ce que vous pensez qu'elles sont récentes, ou est-ce qu'elles sont là depuis longtemps, mais que c'est une problématique sous-jacente dont on parlait moins en tout cas? Non, alors la préoccupation sur le bien-être des chevaux au travail, elle existe depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est bien plus médiatisé. La question des guêtres postérieures, elle repose sur 2 choses. La première, c'est que effectivement, comme tout artifice, il y a eu une montée en puissance et puis il y a un phénomène de mode qui est arrivé, de quelque chose qui au départ était plutôt utilisé pour corriger les défauts de certains chevaux. Ça s'est mis à être utilisé systématiquement parce que du coup ceux qui l'utilisaient pas trouvaient que leurs chevaux passaient moins les postérieurs que ceux qui les utilisaient. Voilà. Ensuite, il y a l'aspect scientifique et le fait de pouvoir prouver que c'est délétère sur les chevaux, parce que ça a été utilisé de plus en plus. Donc on a vu de la pathologie arriver suite à ça, alors qu'au départ ça avait plutôt un effet améliorateur sur la performance. Et puis une fois que la pathologie, on la constate, il faut encore pouvoir prouver qu'elle est due à l'utilisation de ces guêtres. Et puis ensuite, il faut le temps que ce soit réglementé. Effectivement, ça a commencé par le poids. Maintenant, c'est l'interdiction des guêtres postérieures. Il y a un gros lobbying aussi de la part de certains cavaliers qui disent on peut plus faire sauter nos chevaux parce qu'ils savent plus sauter sans ça. Donc c'est sûr que maintenant on va être plutôt sur le fait de faire machine arrière et de trouver de nouveau une situation d'équilibre parce que la réglementation évolue.
Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quelles sont les répercussions des guettes postérieures sur les chevaux sur le long terme ? Sur le long terme, c'est sur un cheval pris individuellement, c'est le fait de les utiliser très souvent, souvent trop serrés, qui va provoquer l'apparition de lésions tendineuses ligamentaires sur l'appareil musculo-squelettique des postérieurs. Je pense pas que utiliser à bon escient une fois de temps en temps, on puisse dire ça va faire du mal à tous les chevaux. C'est comme toujours, hein, c'est l'utilisation, on va dire, effrénée et quelquefois systématique, alors qu'il y a bien des chevaux qui n'en auraient pas besoin, qui va produire de la pathologie. Pendant cet entracte, 2 messages pour vous. Le premier, comme on vous le disait, depuis le lundi 8 juin, les écuries Thomas Lévesque sont pourvues d'un centre de soins, le centre de soins Equi-Harmonia. Alors si vous souhaitez rendre votre cheval heureux et le garder en bonne santé, n'hésitez pas à contacter les écuries Thomas Lévesque. Le deuxième message, c'est que, comme vous avez pu le voir passer sur nos réseaux sociaux, pour ceux qui nous suivent, Lorlaï et moi avons créé récemment notre propre agence de production de podcasts en marque blanche, Éclat Agency. Nous vous proposons alors de produire et de créer votre propre podcast, vecteur d'un nouveau mode de communication. Si vous avez envie d'introduire le podcast dans votre stratégie de communication, n'hésitez pas à nous contacter. On laisse place à la deuxième partie de cet épisode avec Thierry Grisard. Et donc en fait, la FEI avait décidé, donc avait reculé un tout petit peu la mise en vigueur de l'interdiction pour laisser passer les Jeux Olympiques. Est-ce que là, vous savez s'il va y avoir une modification nouvelle, puisque du coup les Jeux Olympiques seront maintenus après cette date-là. Est-ce que vous savez si ça va être décalé pour laisser justement passer les Jeux Olympiques ? J'ai pas l'information, mais très probablement il va y avoir effectivement de la part du comité, enfin au sein du comité CSO, entre autres de la part des cavaliers, des gens qui vont demander que ce soit reporté, parce que les chevaux qui auront été préparés pour cette Olympiade-là auront été préparés avec, et que de leur enlever l'utilisation, ça peut être unfair pour certains. Voilà. Et du coup, je me demandais, parce que est-ce que les fédérations seraient pas un tout petit peu en retard, ou en tout cas en décalage par rapport à ce qui peut se voir dans le sport humain ? Parce que dans tous les sports pratiqués par les humains, que ce soit de la course, du saut, ou en tout cas l'athlétisme, etc., on n'aurait pas idée d'accepter en compétition quelque chose qui viendrait améliorer la performance. On pourrait avoir des outils, des accessoires pour améliorer la technique à la maison, mais en tout cas, on n'a pas connaissance de quelque chose qui serait venu améliorer réellement la performance de l'athlète en compétition. Alors que du coup c'est le cas. Nous, avec les guêtres postérieures, on a accepté, enfin nos fédérations ont accepté en compétition quelque chose qui venait améliorer la performance directe du cheval. Voilà, je pense qu'il y a 2 aspects. D'abord, il y a effectivement un peu le côté lenteur administrative des fédérations. Il y a le côté attente de la preuve. C'est-à-dire que tant qu'on n'a que des éléments subjectifs, c'est difficile de mettre en place une réglementation. Et puis ensuite, y a quand même eu des exemples dans d'autres sports. Hein. Par exemple, en aviron, il y avait eu une technique révolutionnaire pour faire avancer les bateaux sans modifier leur centre de gravité. Tous les bateaux qui avaient cette technique-là ont gagné les championnats du monde. Je ne sais plus s'il y a eu une Olympiade pendant cette période-là. Et puis 2 ans après, les fédérations ont dit non, en fait il faut que l'élément qui avait été mis mobile reste fixe sur le bateau, et du coup ça a remis tout le monde à égalité. Mais donc il y a quand même eu dans d'autres sports des améliorations techniques qui ont produit des déséquilibres entre ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si on veut être le plus respectueux possible de l'intégrité physique des chevaux, il vaut mieux interdire les guêtres postérieures, parce que on ne peut pas les autoriser sans qu'il y ait des excès. Mmh. Oui, là, si on regarde les remises des prix ces dernières années, les chevaux n'ont plus de protège-boulets, ou alors ont des protège-boulets bien propres qui n'ont pas encore servi, tout simplement parce que une grande majorité des chevaux, au final, avaient les guêtres postérieures sur l'épreuve, en saut d'obstacle.
Oui, et puis il y a déjà eu une grosse avancée du règlement à partir du moment où le contrôle de guêtre postérieure avant le tour a été instauré, où justement pour vérifier qu'elle soit pas trop serrée. Mais ça, c'était vrai sur les gros concours internationaux, et on sait que malheureusement le plus petit niveau conduit aux mêmes excès, voire presque pire, parce qu'il y a moins de contrôle. Et c'est vrai pour les guêtres postérieures, mais c'est vrai aussi pour l'utilisation d'anti-inflammatoires, y compris des corticoïdes ou de choses comme ça, dont on sait pour le coup qu'elles peuvent grandement modifier les performances. C'est vrai qu'on parle beaucoup du très haut niveau concernant les guêtres postérieures, mais aujourd'hui il y a énormément d'amateurs qui utilisent les guêtres postérieures sans connaître vraiment ni les tenants ni les aboutissants et les répercussions que ça peut avoir sur leurs chevaux. Et voilà, je pense que les institutions font en sorte que les choses changent à ce niveau-là. On sait aussi que pour les chevaux de très haut niveau, ils sont énormément suivis par les vétérinaires, par des ostéopathes, par tout ce qu'il y a autour du staff en fait pour les chevaux. Est-ce qu'on peut pas dire que les multiples check-up des chevaux, les multiples visites, etc., ce n'est pas aller vers du trop et du toujours plus pour conserver, pour les mettre dans du coton. Comment est-ce que vous situez par rapport à ça ? Aujourd'hui, il y a une conscience de la nécessité de plutôt faire de la prévention que de la thérapeutique, et je pense que encore une fois, l'éthique de chacun fait que soit il fait que du bien aux chevaux et éventuellement il essaye d'en faire le moins possible, soit on peut être hyper interventionniste et injecter ou faire même des soins type acupuncture, des choses comme ça à chaque fois qu'on voit un cheval. Le but de faire du suivi, c'est de les maintenir en bonne santé le plus longtemps possible pendant la saison, pour pas avoir d'interruption, pour pas être obligé de les arrêter parce qu'ils se sont fait mal, et puis pour essayer de leur donner les meilleures chances possibles de bien performer, de bien voyager, de choisir aussi éventuellement les engagements quand on discute. Et c'est vrai dans le concours, mais c'est vrai aussi par exemple dans les courses, quand on discute avec les entraîneurs ou avec les cavaliers, si on a la perception que le cheval est un peu moins en forme ou qu'il a par exemple une moins bonne locomotion ou une moins bonne respiration ou des fréquences cardiaques de récupération qui vont être plus élevées que d'habitude, on va peut-être leur conseiller de pas aller courir pour pas faire l'épreuve de trot où le cheval va casser. Donc le fait de les regarder régulièrement, si on s'interdit de leur faire des choses qui peuvent être nuisibles à leur bonne santé, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, mon idée, c'est qu'on doit plutôt aider le cavalier ou l'entraîneur à gérer la carrière et la saison de son cheval. C'est pas forcément la manière dont tout le monde pratique. Votre métier, il passe aussi du coup par ce conseil du cavalier et de l'entraîneur et du coup du staff un peu qui est autour du cheval. Il vous arrive souvent de dire voilà, là je pense que c'est le parcours de trop ou c'est pas le bon moment. Oui, ça fait. Enfin, si on essaye d'avoir une équipe soignante autour d'un cheval et d'un couple cavalier-cheval, ça veut dire qu'il y a peut-être un entraîneur ou un conseiller technique, un groom, un ostéo, un maréchal. Et il faut que tout ce monde-là se parle, soit bien conscient de quels sont les objectifs, quels sont les moyens qu'on se donne pour y arriver, et puis que la parole de chacun puisse être écoutée. C'est-à-dire si par exemple, moi j'ai envie qu'on mette des fers en aluminium, et puis que le maréchal me dit non, l'aluminium ça lui abîme les parois, on peut pas lui mettre. On discute et puis on se met d'accord pour faire autrement, et voilà. Donc là, et dans la gestion de la saison, de la préparation, c'est pareil. Par exemple, on peut être amené à déconseiller certains exercices pour un cheval parce qu'il a une pathologie, ou au contraire en indiquer d'autres. Par exemple, pourquoi pas de leur faire travailler avec des poids sur un membre parce qu'il a besoin de rééducation. Parce que ce membre-là a eu de la pathologie, qu'il est devenu plus faible et qu'on n'arrive pas à le remuscler, ou des choses comme ça. Donc, oui. D'accord.
Vous avez aussi, vous avez eu et vous avez toujours l'occasion de suivre les chevaux des meilleurs cavaliers, et je pense notamment aux chevaux de Marc et Charlotte McCauley qu'on a reçus dans notre podcast. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se met en place un travail sur le long terme et un suivi sur le long terme pour que quand ces cavaliers-là ont une échéance importante, ils soient prêts à ce moment-là? Comment est-ce que, à quelle fréquence, et comment est-ce que vous travaillez en fait avec ces cavaliers? Bon, chaque cas est différent. Avec Charlotte et Marc, je passe au moins 2 fois par mois à l'écurie pour faire le tour des chevaux. Donc on leur fait un examen statique, dynamique. On en fait régulièrement des bilans sanguins aussi pour voir où ils en sont. Et puis voilà, on discute avec le maréchal. Au moins 1 fois par mois, j'y suis avec le maréchal et on regarde comment les chevaux se déplacent, s'il y a des améliorations à faire, des modifications, si on maintient les modifications qu'on a faites ou pas, parce que chaque fois qu'on change quelque chose, ça peut induire autre chose. Voilà. Et puis en fonction de l'état de forme, de notre impression à la fois subjective et puis aussi objective, parce qu'il y a des choses qu'on peut quantifier, on décide si le cheval va, s'il va aller en concours, si on va lui faire sauter gros, petit, si on le laisse un peu tranquille, si on profite du fait de le laisser tranquille pour faire par exemple un traitement ou une complémentation, ou changer la maréchalerie pour laisser les pieds reposer, ou faire un essai sur un changement alimentaire qu'on voudrait pas faire en période de compétition pour pas prendre le risque de lui déséquilibrer la flore ou quelque chose comme ça. D'accord. J'allais dire que vous n'avez pas de chance, vous êtes en première ligne pour aborder avec nous tous les sujets sensibles. Il y en a un autre qu'on voulait aborder avec vous parce que ces dernières semaines, pendant le confinement, il y a eu une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup de bruit, c'est celle de Julien Epaillard qui est filmé en train de parer un de ses chevaux et d'expliquer un petit peu sa volonté et sa méthode de garder les chevaux pieds nus au maximum, même pour ces chevaux de sport. On aurait voulu savoir si vous avez un avis, vous, sur cette nouvelle, ils appellent ça podologie libre, et si vous avez été formé, si vous avez un avis sur son implémentation sur les chevaux de sport. Ouais, j'ai un avis. j'ai un avis, c'est qu'il n'y a pas de dogme et qu'il faut surtout pas en avoir. Il y a des chevaux qui sont très bien pieds nus, d'autres qui sont pas bien pieds nus. Il y en a qui sont pas bien, mais qui vont mettre 2 mois ou 6 mois avant d'être confortables. Voilà. Donc, si on décide de mettre un cheval pieds nus, quelquefois, il faut être prêt à attendre 6 mois pour qu'il retrouve du confort. Et quand on dit confort, c'est quotidien, même pour monter dessus et aller faire du travail sur le plat aux 3 allures. Voilà. Il y en a qui vont jamais s'y faire. Et puis, si on part du principe qu'on veut avoir un cheval déféré, il faut savoir que ça demande bien plus d'implication de la part du groom ou du cavalier ou du propriétaire, si c'est un cheval de propriétaire dans une écurie, parce qu'un pied nu, il faut s'en occuper toutes les semaines ou au minimum toutes les 2 semaines. Voilà, il faut savoir remettre un coup de râpe, tomber la partie superficielle de la paroi. Voilà, c'est plus de soins. C'est bien sûr plus physiologique parce que on n'a jamais vu un cheval dans la nature avec des fers aux pieds, mais bon, on n'a jamais vu un cheval dans la nature sauter 1m60 sur du micro-sable non plus. Donc moi j'ai pas d'avis tranché. J'avais des chevaux qu'on n'arrivait pas à ferrer parce que soit il n'y avait pas la possibilité d'avoir un maréchal pour mettre en place les techniques qu'on voulait mettre en place, soit parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers de la part du propriétaire. Donc certains chevaux étaient plus confortables déferrés que ferrés avec des fers classiques. D'autres c'est l'inverse. Il y a des chevaux, même dans les chevaux qui sont pieds nus, par exemple des chevaux d'endurance, il y en a certains, ils sont pieds nus tous les jours, mais pour aller faire leurs grosses courses, on leur met quand même des sandales. D'accord. Voilà. Et pour le coup, est-ce que c'est mieux de les entraîner pieds nus et de leur mettre des sandales pour les compétitions ou de les laisser ferrer tout le temps? On peut discuter aussi. De la même façon que dans les chevaux de course, par exemple, il y en a qui sont sur les trotteurs, il y en a qui sont entraînés ferrés et qui courent déferrés parce que c'est plus léger et que voilà. Donc je pense que chaque cas est différent. Il faut être très à l'écoute de son cheval. Et ce qui est certain, c'est que le cheval qui a été ferré et qui a travaillé ferré
pendant quelques années. Le jour où on le met pieds nus, il faut lui laisser la chance de s'adapter à cette nouvelle situation. Est-ce que vous pensez que ça mérite réflexion quand même quand on est propriétaire, de se poser au moins la question et de pas partir simplement sur l'état de fait qu'un cheval doit être ferré? Est-ce qu'on peut commencer à se dire maintenant, est-ce qu'il faut au moins intégrer le questionnement à un moment donné quand on possède un cheval? Encore une fois, tout dépend des conditions de vie et du temps disponible pour s'en occuper. S'il n'y a pas de pathologie du tout, que la corne est saine, et que le cheval qui a été ferré et avec lequel on a travaillé ferré pendant 4 ans, on se dit j'aimerais bien le mettre pieds nus pour voir comment ça fait, très bien, mais déferrons-le, attendons 2 mois que le pied s'adapte à ça, et puis on réévalue la situation. Et puis si on a l'impression que ça va aller, mais que c'est pas parfait, on attend encore 2 mois ou on attend encore 4 mois et on lui laisse le temps de renouveler sa corne. Peut-être on va le complémenter en biotine pour améliorer un peu la qualité du pied. Et puis il va apprendre aussi à avoir une boîte cornée qui se distord dans les virages alors que elle restait bien horizontale quand il avait les talons bloqués par les fers. C'est pas encore une fois, c'est pas un dogme. Il faut donner une chance au cheval de s'adapter si on décide de faire ça. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est de la maltraitance de ferrer systématiquement un cheval, pour autant. On voulait aborder un autre et un dernier sujet un peu délicat, c'est celui des visites d'achat. On sait que les vétérinaires sont un peu parfois coincés entre 2 feux, celui du marchand qui doit vendre son cheval, forcément, et aussi celui de l'acheteur qui, lui, doit faire le meilleur achat possible. À cela, on ajoute les progrès de la science, des machines, du fait qu'aujourd'hui, vous pouvez voir énormément de choses lors d'une visite d'achat. Comment est-ce que vous vous positionnez pour que la vente et l'achat soient le meilleur possible? Alors, déjà, ma position, c'est que j'aime pas être le vétérinaire du vendeur si je ne connais pas l'acheteur. Et généralement, ces visites-là, je les refuse. Parce que forcément, même si on essaye d'être le plus objectif possible, il y aura toujours la suspicion qu'il y a eu un biais et qu'on a occulté quelque chose ou qu'on a altéré son jugement parce que notre client était le vendeur. Voilà. Donc j'essaye de faire les visites dont mes clients sont vendeurs que si je connais aussi l'acheteur. Voilà. Et dans ce cas-là, je demande au vendeur la permission de donner le passé thérapeutique du cheval. Okay. C'est-à-dire que, comme ça, tout ce que moi je sais du cheval, l'acheteur le sait aussi, et le vendeur sait que j'ai donné l'information à l'acheteur. Après, dans le cas où mon client, c'est le cas le plus courant, où mon client est l'acheteur et où je ne connais pas le vendeur, où le vendeur n'est pas mon client, le but de la visite d'achat, c'est de faire un état des lieux au jour de l'examen de l'état de santé du cheval. Donc, bien sûr, en fonction du prix, du niveau sportif attendu et du niveau sportif actuel du cheval, on va faire des examens plus ou moins poussés, avec des examens complémentaires qui vont aller de pas de radio des pieds, des jarrets, voilà, à faire un bilan complet à 70 radios et des échographies sur un cheval qui vaut très cher, et pourquoi pas une endoscopie, et puis un bilan sanguin et des tests de dépistage sérologique pour des maladies hémolytiques ou des choses comme ça. La visite, il faut qu'elle soit adaptée à l'objectif de l'acheteur. Il faut bien sûr juger tous les éléments qu'on reçoit à la lumière de ce qu'a fait le cheval jusqu'à maintenant, parce qu'un cheval de 4 ans, on n'attend pas forcément la même chose des radios qu'un cheval de 12 ans qui a déjà fait du Grand Prix. Et puis le but, c'est de donner la meilleure information, l'information éclairée sur l'état de santé à l'acheteur. Et après, tout achat comporte un certain niveau de risque. Si le risque, il est conscient et qu'il est accepté, je pense pas qu'on puisse dire un cheval passe la visite ou passe pas la visite. Parce que le risque qui va être accepté par un propriétaire, un acheteur, va pas forcément être accepté par l'autre. Donc, en fonction par exemple, de ce qu'il compte faire avec le cheval, est-ce qu'il compte l'utiliser pour lui, est-ce qu'il compte le revendre, est-ce qu'il a un objectif de compétition, quels sont,
par exemple, le cheval, est-ce qu'il a besoin d'une ferrure orthopédique spéciale qui va peut-être coûter plus de 100 € par mois? Est-ce que je suis prêt à payer ça, ou est-ce que je suis pas prêt à payer ça alors que c'est le confort du cheval? Voilà. Et dans le cas de chevaux de haut niveau, de toute façon, il se pose aussi la question de la pyramide de performance. C'est-à-dire que de toute façon, pour acheter un cheval de haut niveau, forcément, on va être obligé, comme il y en a moins, on va être obligé d'accepter certains défauts physiques ou certaines caractéristiques de l'examen que peut-être on n'aimerait pas trouver sur un cheval de plus petit niveau. J'aurais voulu savoir si vous aviez la possibilité de faire un état des lieux, vous, sur l'évolution en fait du milieu vétérinaire et du coup des qualités, des conditions de vie et de santé des chevaux sur les dernières années sur les dernières décennies de pratique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une évolution positive, très positive? Est-ce que vous trouvez que petit à petit on arrive à accorder, à fournir aux chevaux des conditions de vie et de santé et de pratique encore meilleures? Alors, ce qui est certain, c'est que la médecine a fait beaucoup de progrès, à la fois dans le diagnostic et dans la thérapeutique. Comme disait Léa, c'est sûr qu'aujourd'hui on a des machines de radio, d'échographie, des analyseurs automatiques qui nous permettent de faire un travail de bien meilleure qualité et assez proche de ce qui se fait chez l'homme pour bien des domaines. Donc la médecine a évolué dans le bon sens, et forcément la thérapeutique aussi. Après, ça mène à quoi? À ce qu'il y a bien plus de chevaux âgés aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans quand on s'est installé. Et bien sûr, plus de chevaux âgés, ça veut dire aussi plus de pathologies un petit peu lourdes à gérer, que ce soit par exemple l'apparition de syndrome de Cushing ou de choses comme ça qu'on voyait très peu parce qu'on n'avait pas assez de chevaux âgés pour les voir avant, et puis peut-être parce qu'on n'avait pas les moyens diagnostiques et encore moins les possibilités thérapeutiques de les gérer. Donc c'est sûr que quand on rentre sur de la pathologie un peu dégénérative au long cours et que les chevaux ont besoin de soins quotidiens, même si c'est juste un comprimé par jour, si on met en place ces thérapeutiques-là, on va améliorer leur confort de vie, on va améliorer leur longévité. Donc de ce point de vue-là, c'est un net progrès. Après, il restera toujours le questionnement de savoir si c'est bien de laisser un cheval en boxe, si les conditions d'habitat au quotidien, elles sont idéales. Clairement, en France, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays d'Europe. Il y a des pays, entre autres la Suisse ou l'Allemagne, où les chevaux, il faut qu'ils aient un accès à un paddock, à un espace de liberté. En France, c'est carrément pas le cas. Donc, il y a encore des progrès à faire, au moins sur les questions de l'habitat, mais sur la question médicale pure, de façon évidente, on a beaucoup progressé. On va passer maintenant à des questions qui sont un peu plus perso et sur vous en tant que tel. Le métier de vétérinaire que vous exercez depuis des années maintenant, c'est un métier qui est très prenant entre les rendez-vous, les urgences, etc. et aussi très physique. Je sais que vous vous êtes blessé il y a pas si longtemps. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner est-ce que vous donnez, j'imagine, parce que j'imagine que vous conseillez pas mal aussi un peu les jeunes qui veulent faire un peu le même métier que vous. Vous lui donnez les points positifs, les points négatifs? Les points positifs, c'est qu'on fait un métier qui nous passionne et qu'on se fait plaisir tous les jours en allant au travail. Ça, c'est important. Forcément, il y a le côté physique qui est dur, la fatigue. Je pense qu'il faut y être préparé. Et puis, pour ce qui est des jeunes, il faut quand même savoir qu'il y a une grosse féminisation de la profession. Il y a 80% de filles à peu près dans les écoles vétérinaires. Donc, cet aspect physique, il peut devenir peut-être un peu plus rebutant. Parce que c'est comme ça, c'est physiologique. Mais les modes de pratique ont évolué aussi. Je pense qu'il y a plus de vétérinaires aujourd'hui libéraux dans les structures comme on a ici que de gens qui travaillent tout seuls parce que effectivement ça permet de partager les gardes, d'avoir des horaires un petit peu plus souples et d'assurer la permanence des soins quand on a besoin de se reposer ou de rentrer à la maison. Voilà. Le seul pendant de ça, c'est que effectivement, le gâteau étant pas partageable à l'envie, il y a quand même
une paupérisation de la profession. Il y avait que quand on est deux à faire le travail qui était fait par un avant, forcément les revenus baissent. Voilà. En France, on n'a pas une très forte valorisation de nos actes comparé à d'autres pays d'Europe ou aux États-Unis. Donc, s'il y a un inconvénient aujourd'hui, c'est ça. Mais pour tout le reste, je pense que ça reste un beau métier, une passion. On a des moyens techniques qui n'arrêtent pas de s'améliorer. On a la possibilité de travailler en groupe qui s'est quand même aussi bien répandu par rapport à l'exercice qu'avaient nos anciens, où c'était beaucoup de vétérinaires tout seuls. Je me demandais si aujourd'hui, dans votre métier de vétérinaire, est-ce que vous avez encore des projets pour développer votre activité ? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez envie de mettre en place, soit dans cette clinique, soit dans votre activité personnelle ? Bah oui, il faut avoir des projets, sinon on s'ennuie. Donc, on avait un projet de construire un bâtiment avec une scintigraphie à Chazay, au Parc du Cheval. Voilà. On a même le permis de construire. Il se trouve que malheureusement, la réalité économique fait que ce projet-là, il ne sera pas rentable dans un cadre privé parce qu'il n'y a pas de rentabilité à l'horizon. Donc voilà, je garde toujours le projet d'un centre régional novateur avec une technologie d'imagerie pour l'appareil locomoteur ou pour le reste, qui regroupe les cliniques de Rhône-Alpes. Donc ça c'est un projet qui me tient à cœur. Après sur la clinique, de toute façon on va toujours continuer à faire évoluer notre plateau technique, à essayer de mettre en place des nouveaux services et de suivre les évolutions de la médecine. Et puis à titre personnel, je vais essayer de continuer à mener mon petit bonhomme de chemin dans l'orthopédie, voilà, la médecine de l'appareil locomoteur, parce que c'est ce qui me passionne. Et je reviens aussi un peu à la clinique où on est aujourd'hui, où on enregistre, qui a 20 ans cette année. C'est une clinique qui n'a cessé de grandir au fur et à mesure des années, et vous avez plusieurs collaborateurs. Comment est-ce qu'on gère et on pérennise une telle structure ? Ça a été toujours notre idée depuis le départ, c'est de fidéliser et de garder les collaborateurs qui avaient la même éthique justement et le même sens de l'entreprise et de l'amour du cheval qu'on a les créateurs. Voilà. Donc pour les garder, le meilleur moyen c'est de les associer. Donc on a commencé à 4. Après, malheureusement, on a un de nos associés fondateurs qui a préféré aller vivre sa vie sur Internet. Donc, on s'est retrouvé à 3. Et puis, on a été de nouveau 4. Et aujourd'hui, on est 6 associés. Et voilà. Et le meilleur moyen d'assurer la pérennité de l'entreprise et puis de pouvoir transmettre notre culture, c'est d'avoir des associés jeunes qui vont prendre le relais. Je crois que j'ai une dernière question à vous poser. Du coup, vous vivez un métier qui vous passionne, vous nous l'avez dit. Vous avez encore plein de projets. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Vous réussissez quand même à monter à cheval de temps en temps, à être au contact du cheval tous les jours. Est-ce que, si on devait faire un bilan, est-ce que vous êtes parfaitement épanoui dans votre métier ? Et vous êtes aussi un sportif accompli puisque vous courez beaucoup, vous organisez des raids. Je vois les skis et le vélo juste à côté de nous. En face de nous. Donc, est-ce que ce quotidien-là vous accomplit ? Est-ce que vous vous trouvez pile dans le schéma de vie que vous vouliez avoir ? Alors que j'avais imaginé, de toute façon non, parce que je pense que la vie est pleine de surprises et voilà, finalement, on s'éloigne petit à petit de ce qu'on imaginait quand on avait 20 ans, mais oui, je suis heureux tous les jours de venir travailler. Bon, tout va bien. Génial. Merci beaucoup Thierry d'avoir pris cette heure pour nous. On espère que ça vous a plu et à bientôt. Avec plaisir. Est-ce que vous avez aimé cet épisode ? Si c'est le cas, vous pouvez nous l'écrire en message privé sur Instagram ou Facebook. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les écuries Thomas Lévesque, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram sous le nom de Écurie TL et sur Facebook la page Thomas Lévesque Cavalier. Ils vous répondront avec beaucoup de réactivité.
Quant à Eki Harmonia, vous pouvez les retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom de eki.harmonia. On vous retrouve le 24 juin pour un nouvel épisode. À bientôt!